Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer un théorème concernant les projecteurs, on appelle ça la caractérisation des projecteurs, et c'est un théorème qui est assez fameux par les incompréhensions qu'il suscite, notamment en colle de mathématiques. Je vais donc prendre l'initiative de l'expliquer de la manière la plus claire possible, je vais donc prendre mon temps, et si tu souhaites sauter certaines parties, eh bien je t'invite à prendre appui sur les repères temporels que j'aurai mis dans la description. Alors, premièrement, je te propose de lire le théorème ensemble et de bien le comprendre. Je me suis placé sur un R espace vectoriel, j'aurais pu me placer sur un autre corps, mais peu importe, on va se placer sur R, c'est très bien pour comprendre ce qu'il y a à comprendre ici, et je considère une application quelconque de E dans E. Je ne suppose pas a priori qu'elle est linéaire, je vais supposer que c'est juste une application qui va de E dans lui-même. Et j'affirme alors que deux choses sont équivalentes. La première, c'est que P est un endomorphisme de E, donc l'information additionnelle par rapport à ça, c'est que P est une application linéaire, le côté endo, on l'a déjà, puisqu'on va de E dans E, et cette égalité, P rond P égale P. C'est-à-dire que l'application composée avec elle-même vaut l'application de base. Mettre l'application à la puissance quelque chose, ça ne change rien. Et on parle donc d'idempotence pour qualifier cette propriété-là. Et donc, cette assertion 1 est équivalente à l'assertion 2, selon laquelle il existe deux sous-espaces vectoriels de E qui sont supplémentaires, tels que l'application P, ça soit en fait celle-là. On prend un vecteur X, on le décompose de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G, et on associe seulement la composante sur F, ce qui correspond en fait à faire comme si la composante sur G disparaissait, ou à l'envoyer sur 0. Donc, ces deux assertions sont équivalentes, et on dit que dans ce cas, si l'une ou l'autre des assertions sont vérifiées, en fait c'est l'une et l'autre puisqu'elles sont équivalentes, eh bien on dit que P est un projecteur, et on dit aussi qu'on n'avait pas le choix pour F et pour G. C'est-à-dire qu'on dit ici qu'ils existent, mais ce qu'on dit ensuite, c'est que s'ils existent, alors ils sont uniques. Que F c'est forcément l'image de l'application dont on s'est muni au début, et que G c'est forcément son noyau. Donc je parle ici d'image, je peux en parler d'ailleurs pour une application quelconque, mais noyau, ça sous-entend bien qu'on a démontré au préalable que l'application est linéaire. Fort heureusement, c'est bel et bien le cas, puisqu'on a dit que c'était un endomorphisme. Maintenant, je te propose de faire déjà un petit dessin pour comprendre que les choses qu'on a écrites ici sont raisonnables, du moins raisonnables par l'œil du lycéen, du géomètre lycéen, et ensuite, je vais te faire un petit plan de la démonstration, de manière à ce que tu puisses te référer à telle ou telle partie en fonction de ce dont tu as besoin. Et voilà le prisme par lequel je te propose d'illustrer les différents éléments qui apparaissent dans le théorème. J'ai dessiné le résultat d'une projection d'un vecteur sur un axe parallèlement à un autre, et je t'invite à oublier que j'ai représenté ici une projection orthogonale. On n'a pas la structure ici pour comprendre ce que pourrait devenir cette notion d'orthogonalité dans le cadre d'un espace vectoriel quelconque. C'est pas le propos. Donc, qu'observe-t-on? Alors, le côté linéaire, je pourrais le faire apparaître, mais je te propose de laisser ça de côté dans un premier temps. Le fait que P rond P égale P, ceci, on peut l'observer. Parce que le vecteur X, je l'ai décomposé comme la somme d'un vecteur sur F et d'un vecteur sur G, et le projeté de X sur F parallèlement à G, c'est le vecteur XF. J'ai annulé la composante XG, elle n'existe plus. On s'est complètement aplati sur F. Sauf que si je projette à nouveau le vecteur XF, eh bien, je vais rester XF. Il n'y a plus de composante à annihiler, elle est déjà annihilée. Donc on comprend d'où vient ce P rond P égale P. De l'autre côté, les espaces vectoriels supplémentaires, on nous dit que c'est forcément l'image et que c'est forcément le noyau. Alors en fait, on peut déjà observer quelques inclusions qu'on va retrouver ensuite dans la démonstration. Par exemple, on peut voir que si on prend un élément de G, un vecteur qui est sur cet axe-là, quand on va le projeter sur F parallèlement à G, on va annihiler la seule composante non nulle du vecteur. Et donc on va forcément le projeter sur 0. Un élément XG, un élément que j'ai représenté comme ça en vert, va s'envoyer sur 0. C'est donc un élément du noyau, et donc G est inclus dans le noyau. Et de l'autre côté, on peut aussi voir que si on prend un élément X, en fait, on va annihiler la composante sur G, et donc il ne va rester qu'un élément de F. Donc si je prends un élément de l'image, si je prends une projection d'un vecteur sur F, eh bien je vais vivre dans F. Donc on a assez
clairement le fait que l'image de P soit inclus dans F. Question de Perceval. Qu'en est-il de l'égalité entre l'image de P et le noyau de P moins l'identité? Comment peut-on l'interpréter? Alors effectivement, j'ai laissé de côté cette petite égalité, et on peut l'interpréter assez simplement en se disant que le noyau de P moins l'identité, ce sont les vecteurs x, c'est l'ensemble des vecteurs x tels que P de x moins x égale 0, et donc tel que P de x égale x. Autrement dit, c'est l'ensemble des éléments qui sont laissés fixes par P. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, on voit que si on a projeté un vecteur sur F, eh bien, si on le projette à nouveau, il ne va pas bouger d'un iota. Donc cette égalité-là peut s'interpréter comme ça. Dès lors qu'on a démontré que F était l'image de P, on observe qu'un vecteur de F ne peut être envoyé que sur lui-même. Et si on fait déjà une esquisse de démonstration, on voit qu'un vecteur de F va s'écrire xf plus 0 et va donc s'envoyer sur xf. On voit qu'il est laissé fixe. C'est comme ça qu'on va interpréter ce genre de noyau-là. Maintenant, petite structure de la démonstration. On a à démontrer que deux assertions sont équivalentes. Je te propose de démontrer que la première implique la deuxième. C'est le sens le plus difficile en général. Ensuite, de démontrer que la deuxième implique la première. Et enfin, de démontrer que ayant l'une ou l'autre, ce qui équivaut à dire l'une et l'autre, puisqu'elles sont équivalentes, eh bien, on va montrer qu'alors, on dispose de ces égalités. Donc l'égalité entre F et l'image et le noyau de P moins l'identité, et l'égalité entre G et le noyau. Maintenant, l'introduction est terminée, je me lance dans la première phase de la démonstration. Et me revoilà. Pour démontrer que la première assertion implique la deuxième, je vais supposer que cette première assertion est vraie, et je vais démontrer qu'alors, la deuxième assertion l'est aussi. Donc, on se retrouve à présent face à un problème d'existence. On doit démontrer qu'il existe deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, etc. Donc c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre en général en mathématiques, l'existence, mais dans notre cas, c'est facile. Parce qu'on nous explique dans le théorème, et on l'a observé partiellement sur le dessin, que F, c'est forcément l'image de P, et que G, c'est forcément son noyau. Donc je te propose de considérer ces deux sous-espaces vectoriels de E, de démontrer qu'ils sont supplémentaires dans E, et de vérifier ensuite que P, c'est bel et bien cette application. Remarque ici que, de manière alternative, j'aurais pu considérer F est égal au noyau de P moins l'identité, et G égal au noyau de P, et faire l'exacte même démonstration. De toute façon, je démontrerai par la suite qu'il y a égalité entre l'image de P et le noyau de P moins l'identité. Étant donné que dans ton cours, tu as probablement la démonstration avec l'image, je vais me contenter de faire la démonstration avec l'image et le noyau. Et je m'interromps ici parce qu'il y a déjà quelque chose d'intéressant à remarquer. Je peux parler, pour une application quelconque, de son image. Par contre, pour une application quelconque, je ne peux pas parler de son noyau. Ça n'aurait peut-être pas de sens. Ici, je peux le faire parce que P, j'ai supposé que c'était un endomorphisme de E, et donc une application linéaire de E dans E. Donc son noyau a bien du sens, et mieux encore, l'image et le noyau de P, ce sont des sous-espaces vectoriels de E. Maintenant, il me faut montrer que F et G sont supplémentaires dans E. Ici, il y a plusieurs méthodes pour procéder. Je pourrais démontrer que E est la somme de F et G, et ensuite démontrer que F et G s'intersectent trivialement, que leur intersection est le singleton 0. Cela dit, il existe d'autres caractérisations des supplémentaires. Je pourrais aussi démontrer que n'importe quel vecteur de E s'écrit de manière unique, comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Ce sont deux démonstrations différentes, et je suis plutôt en forme aujourd'hui, et je vais te proposer les deux. À nouveau, réfère-toi au repère temporel, je vais faire dans un premier temps un raisonnement par analyse-synthèse, et ensuite je ferai le raisonnement qui consiste à utiliser une décomposition directement pour prouver l'existence, et démontrer que l'intersection est triviale. Et voilà la base de notre raisonnement par analyse-synthèse. On a considéré un vecteur x quelconque dans E,
et je vais supposer qu'il existe un couple XF-XG tel que X s'écrive comme la somme de l'élément dans F et de l'élément dans G. Autrement dit, avant de démontrer que la décomposition existe et est unique, je vais dans un premier temps chercher l'ensemble des candidats qui pourraient convenir pour avoir une telle écriture avec un élément de F et un élément de G. On va faire une petite recherche qui ne va pas durer très longtemps parce que ici j'ai une égalité et deux inconnus. Il me faudrait donc, en toute logique, une deuxième égalité pour avoir un système de deux équations à deux inconnus. Et étant muni d'une égalité entre vecteurs et de l'autre côté d'un endomorphisme, eh bien l'inspiration pour trouver une deuxième égalité n'est pas bien compliquée à avoir. Intervention de Jade. On pourrait simplement considérer l'image de ces vecteurs par l'application P. Cela nous donnerait une deuxième égalité. Et voilà comment concrétiser la proposition de Jade. On va dire que si deux vecteurs sont égaux, leurs images par P sont égales. Et là, on peut commencer à exploiter les hypothèses qui apparaissaient un peu plus haut sur le tableau. Le fait, par exemple, que P soit linéaire, ça nous permet d'interpréter l'image d'une somme comme la somme des images. Mais si on s'arrête là, on n'est pas rendu, parce qu'on dispose d'une égalité, certes, d'une deuxième égalité, certes, sauf qu'on a à présent 4 inconnus, XF, XG, et puis leurs images par P, qu'on ne connaît pas, a priori. Mais en fait, c'est à ce moment qu'on va pouvoir exploiter le fait que XF est un élément de F, c'est-à-dire de l'image de P, et que XG est un élément de G, c'est-à-dire du noyau de P. Et voilà comment on s'y prend. Pour exploiter le fait que XF soit dans l'image de P, on va l'écrire comme l'image d'un élément de E, et on se rend compte dans le calcul de l'image de XF par P que c'est P de U, sauf qu'on a supposé que P rond P était égal à P, donc P de U c'est P de U tout court, et P de U c'est XF. Donc cet élément-là, qui était une troisième inconnue, dont on se serait dispensé, c'est en fait XF, l'élément qu'il y a juste ici. Et de l'autre côté, c'est encore plus facile, puisque XG est un élément du noyau de P, c'est-à-dire c'est un élément qui est envoyé sur 0. Et donc cet élément-là vaut 0. Donc on a désormais bel et bien deux égalités et deux inconnus, puisqu'on a X qui s'écrit comme XF plus XG, et P de X qui s'écrit comme XF tout court. Je vais continuer la rédaction de ce raisonnement-là, et on se retrouve pour la résolution du système de deux équations à deux inconnus. Et c'est ainsi que s'achève l'analyse. On a démontré que s'il existait une décomposition de X sous la forme d'un élément de F plus un élément de G, alors ces éléments étaient forcément celui-ci et celui-là. Autrement dit, ce qu'on obtient à l'issue de l'analyse, c'est l'unicité de la décomposition. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu n'es pas très au clair avec ces raisonnements-là, unicité, existence, proposition universelle, existentielle, les raisonnements de base des mathématiques, j'ai conçu une formation exprès pour t'aider à rattraper ces bases-là, qui sont fondamentales en mathématiques. Maintenant, on va se lancer dans la synthèse. XF, XG, c'est le seul candidat. La grande question, c'est satisfait-il toutes les conditions qui sont dans notre supposition? En l'occurrence, on a supposé que XF était dans F, que XG était dans G, et que X était la somme des deux éléments. Notre couple vérifie-t-il cela? Et voilà qui achève la synthèse. J'ai vérifié qu'on avait là un élément de l'image de P. En effet, il s'écrit bien P de quelque chose. J'ai vérifié ensuite que cet élément était dans le noyau de P. On a utilisé pour cela les deux hypothèses faites sur P, à savoir que P est linéaire, ici, et ensuite que P rond P égale P, juste là. Et enfin, on a bien vérifié que X était la somme de XF et de XG,
puisqu'on voit que les P se simplifient, tout simplement. Donc pour un vecteur quelconque, x, on a réussi à établir l'existence par la synthèse et l'unicité par l'analyse de la décomposition de ce vecteur x comme somme d'un élément de f et d'un élément de g. Je vais écrire ça et conclure proprement qu'on a bien des espaces qui sont supplémentaires. Question de Séraphin. Je crains bien, par inadvertance, de m'être assoupi. Où en sommes-nous dans la démonstration? Et en fait, à ce stade, on a quasiment terminé la démonstration de 1 implique 2. Il fallait démontrer qu'il existait des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E tels que... Supplémentaires, c'est bon, on l'a fait, et on les a, c'est l'image et le noyau, tels que P s'écrivent comme ça. Donc il ne reste plus qu'à calculer l'image d'un élément quelconque de E qu'on décompose de manière unique comme ça, et de démontrer que son image, c'est forcément XF. Je vais faire ça. Question d'Agathe. Attendez quelques instants. N'a-t-on pas déjà fait ce calcul? Et si, on l'a déjà fait ce calcul, c'est une bonne observation. On a déjà calculé l'image par P d'un vecteur de x décomposé comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g. On l'a fait au cours de l'analyse, et le résultat, il est ici. L'image de x par P, c'est xf, dès lors que x, on l'a écrit comme xf plus xg. Donc je vais juste reporter le résultat de ce calcul en bas et écrire qu'on a conclu l'implication 1 implique 2. On a terminé sa démonstration. Alors, je viens de me souvenir que je t'avais proposé tout à l'heure une deuxième manière de démontrer que f et g étaient supplémentaires dans E. Nous, on a raisonné par analyse-synthèse, on vient de démontrer qu'une écriture de x comme somme d'un élément de f et d'un élément de g existait et était unique. Je vais maintenant démontrer que l'écriture existe et que l'intersection entre f et g est réduite à 0. Et plutôt que de procéder par analyse-synthèse, parce que ce serait redondant pour avoir l'existence de l'écriture, je vais la parachuter en me faisant pardonner par le même dessin qu'on a fait tout à l'heure. Alors j'écris 2-3 petites choses et on se retrouve dans quelques instants. Et voici ce parachutage justifié pour démontrer que tout vecteur de E s'exprime comme la somme d'un élément de l'image et d'un élément du noyau. Tout à l'heure, on a fait un dessin qui ressemblait à ça, sauf que j'avais étiqueté ce vecteur rouge par xf et j'avais étiqueté ce vecteur vert par xg. Mais finalement, le vecteur rouge, c'est la projection de x sur f parallèlement à g. Donc ce xf, j'aurais pu l'appeler p de x sur le dessin. Et maintenant, si je dispose du vecteur bleu et du vecteur rouge, eh bien le vecteur vert, je vois, en mettant les vecteurs bout à bout, comme au lycée, que le vecteur vert est la différence entre le vecteur bleu et le vecteur rouge. Donc le xg de tout à l'heure, c'est forcément x moins p de x. Je le vois sur le dessin. Et sur un dessin plus général, avec une projection qui n'est pas orthogonale, je pourrais observer l'exact même phénomène. Donc ça justifie le parachutage de la décomposition de l'écriture de x comme somme d'un élément de f et d'un élément de g. Et j'ai envie de dire que la composante sur l'image, ce sera la projection, et que la composante sur le noyau, qui se projettera sur 0, c'est la différence entre le vecteur et sa projection. J'explique alors qu'on vérifie que xf est dans l'image, il s'écrit p de quelque chose, donc il est dans l'image. Ensuite, je vais passer directement à la troisième condition, x égale xf plus xg, c'est tout simplement de constater que quand on fait la somme, les projections se simplifient. Et ensuite, pour vérifier que xg est bel et bien dans le noyau, on va dire que l'image de x moins p de x, c'est p de x moins p rond p de x, sauf que p rond p vaut p, c'est ce qu'on a supposé,
et donc ça fait 0. Ce passage, je l'ai explicité tout à l'heure dans le calcul qu'il y a ici, tout simplement en faisant le constat que, par linéarité, l'image de x moins p de x par p, c'est p de x moins p rond p de x, exploitation de la linéarité, et ensuite p rond p égale p, et j'obtiens donc la différence entre p de x et lui-même, et on trouve 0. Donc, on a l'écriture de n'importe quel vecteur comme somme d'un élément de f et d'un élément de g. Pour vérifier qu'ils sont supplémentaires dans E, il me suffit donc de conclure en disant que f inter g, c'est le singleton 0. Pour cela, je vais tout simplement prendre un élément commun à f et à g et montrer que c'est forcément l'élément nul, l'inclusion réciproque étant aisément vérifiée. Alors, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées, mais ce n'est pas très compliqué, je vais donner les explications qui vont avec. J'ai considéré un élément qui était à la fois dans l'image de P et dans son noyau. Dire qu'il est dans son noyau, c'est dire que l'image par P vaut 0. Et dire qu'il est dans son image, c'est dire qu'il existe un vecteur U tel que x s'écrive comme P de U. Puisqu'il existe un tel vecteur, j'en choisis un, j'en prends un. Maintenant, si j'essaie de rassembler ces deux égalités, P de x, qui vaut 0, donc c'est de part et d'autre de cette chaîne d'égalité, P de x, je peux l'exprimer comme P de U. Sauf que P rond P, ça vaut P par l'hypothèse qu'on a faite sur P. Et donc, je trouve que P de x, ça vaut P de U. Sauf que P de U, c'est x. Donc ça donne P de x égale 0. J'ai pris un élément de l'intersection de f et g, et j'ai démontré qu'alors, il valait 0. Réciproquement, f et g étant des sous-espaces vectoriels de E, leur intersection, ils contiennent tous deux 0, et donc leur intersection contient 0. Et donc on a l'égalité f inter g égale singleton 0. Étant donné qu'on a cette égalité et f inter g égale singleton 0, ce sont des espaces qui sont supplémentaires dans E, et on terminerait la démonstration de l'exacte même manière. Et je vais commenter ça brièvement au cas où. Et on y est presque. Pour démontrer que 1 implique 2 de cette deuxième manière, il ne reste plus, comme tout à l'heure, qu'à démontrer que P est bel et bien cette application. Et en fait, on l'a déjà quasiment parce que on voit apparaître un peu plus haut un xf égale P de x. Donc P de x égale xf. P de x égale xf. Il ne reste plus qu'à rédiger ça correctement sans donner l'impression qu'on arnaque le monde, et normalement, ce sera terminé. Et voilà qui achève la démonstration de 1 implique 2. On avait parachuté tout à l'heure une décomposition, sauf que le fait que f et g soient supplémentaires dans E, ça nous dit que cette décomposition, c'était l'unique décomposition possible. Autrement dit, l'unique couple xf, xg tel que x, ça soit xf plus xg, c'est le couple qu'on a parachuté tout à l'heure. Et en particulier, l'égalité entre ce couple-là et ce couple-là, eh bien, ça implique que xf égale p de x, et que xg, c'est x moins p de x, mais peu importe, la seule chose qui compte, c'est que l'image de x, ce soit xf. Donc P, c'est bel et bien cette application-là. Maintenant, je vais me lancer dans la démonstration de la réciproque. Je vais démontrer que 2 implique 1. Voilà notre point de départ. C'est comme tout à l'heure en réalité. On suppose que 2 est vrai, on suppose qu'il existe 2 espaces vectoriels. Bien, considérons-les, on considère ces 2 espaces vectoriels supplémentaires tels que P, ça soit cette application-là, et on se demande 2 choses. D'une part, pourquoi P serait-elle linéaire, et d'autre part, pourquoi composer une fois de plus avec P ne changerait rien. Pourquoi P est-elle idempotente? Alors, on va s'y prendre de la même manière pour démontrer les 2 choses qu'il y a là. Parce que le point important ici, c'est cette affaire d'être supplémentaire. Et on va employer ici une méthode de travail pour considérer les vecteurs qui vient justement du fait que E se décomposent comme la somme de 2 sous-espaces vectoriels de E qui sont supplémentaires.
Je vais me lancer sans plus attendre dans la démonstration de la linéarité de P. Et nous voilà face à l'idée que je vais utiliser non seulement pour démontrer que P est linéaire, mais aussi pour démontrer que P est idempotente. Dès lors qu'on va se munir de vecteurs de E, étant donné que F et G sont supplémentaires dans E, on va aussi fournir la décomposition du vecteur comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Et on fait ça de manière unique. À présent, pour démontrer que P est linéaire, je vais calculer l'image d'une combinaison linéaire et je vais démontrer que c'est la combinaison linéaire des images. Mais avec ces écritures-là, tout va se dérouler à merveille. Justement, tu peux prendre quelques temps pour essayer de le faire toi-même. Et on observe l'intérêt tout de suite de cette décomposition. En écrivant lambda x plus mu y, je peux isoler une partie qui est une combinaison linéaire de vecteurs que j'ai écrits en rouge, donc des vecteurs de f, et une combinaison linéaire de vecteurs de g. Sauf que f et g étant des espaces vectoriels, on tient ici sous l'accolade un élément de f, et on tient ici sous l'accolade un élément de g. Sauf que p, on sait très bien comment il se comporte lorsqu'il prend un élément de f plus un élément de g. Il rend nul, il fait disparaître la composante sur g. Autrement dit, P de cette grande combinaison linéaire, c'est tout simplement et c'en est tout de la linéarité de P. L'image par P de la somme d'un élément de F et d'un élément de G, on a supposé que c'était l'élément de F. Ça nous donne donc cette égalité. Et de l'autre côté, on peut interpréter XF et YF comme les images respectives de X et Y par la projection P. On obtient donc que l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Donc ça nous donne que P est une application linéaire, sauf qu'on avait supposé au tout début dans l'énoncé du théorème que P allait de E dans E, et ça en fait donc un endomorphisme de E. Maintenant, il nous reste à démontrer que cet endomorphisme est idempotent, de vérifier que P rond P égale P. De la même manière, pour démontrer que deux applications sont égales, je vais démontrer qu'elles coïncident en n'importe quel vecteur, et un vecteur, je vais le décomposer comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. C'est parti. Et là aussi, la démonstration est très courte pour démontrer l'idempotence de P. On calcule P rond P de X d'un vecteur quelconque de E. Ce vecteur quelconque, on le décompose comme somme d'un élément de F et d'un élément de G, et on sait que la projection d'une telle somme, c'est seulement la composante sur F. Là, on se dit, que faire? Mais finalement, XF, je peux l'écrire comme un vecteur de F plus un vecteur de G, de manière unique. Encore une fois, la projection d'une telle somme, c'est seulement la composante sur F. Et XF, eh bien, c'est la projection de X sur F parallèlement à G. Donc, les applications P rond P et P coïncident en n'importe quel élément de leur ensemble de départ, elles sont donc égales, et donc avec tout ce qu'on a fait depuis le début, on obtient finalement l'équivalence entre le premier point et le deuxième. Et c'est ce qu'on appelle la caractérisation des projecteurs. Maintenant, pour terminer, eh bien, il ne me reste plus qu'à démontrer que F est forcément l'image de P et que G est forcément son noyau. Je vais faire réapparaître ces éléments quelque part, et je vais démontrer toutes ces égalités d'ensemble par des doubles inclusions. Et nous voilà lancés dans la dernière ligne droite de cette démonstration. On suppose que l'application P vérifie le premier point,
elle est linéaire, c'est un endomorphisme, elle est idempotente. Et on suppose aussi qu'elle vérifie le deuxième point, l'existence des supplémentaires tels que, vu qu'ils existent, je les choisis, les voici. Et P, c'est cette application-là. Et je vais démontrer que ces supplémentaires choisis par leur existence, eh bien en fait, je n'avais pas le choix. F, c'est forcément l'image et le noyau de P moins l'identité, et G, c'est forcément le noyau. Allons-y donc, et lançons-nous à l'assaut de la première égalité. Et je m'interromps ici pour quelques explications et une opportunité de réfléchir un peu à la suite. Dans un premier temps, étant donné que P s'écrit comme ceci, on voit très bien qu'un élément quelconque s'envoie sur un vecteur que j'ai écrit en rouge, c'est-à-dire un élément de F. Donc n'importe quel élément de l'image de P appartient à F. Maintenant, l'objet c'est de démontrer la réciproque. Pourquoi un élément de F appartiendrait-il à l'image de P? Mais finalement, si on est sur l'axe F, l'axe sur lequel la projection a lieu, on peut interpréter X comme... Et donc, la réponse à la phrase que j'ai laissée en suspens, c'est qu'un élément de F, je peux l'interpréter comme son propre projeté sur F parallèlement à G. C'est le dessin qu'on a vu au tout début en réalité. On prenait un élément, un vecteur X, on le projetait sur F, et on faisait remarquer que si on projetait à nouveau, ça ne changeait rien. Eh bien, c'est ce mécanisme qui est mis en œuvre quand je dis qu'un élément sur F ne change pas, ne bouge pas quand je le projette à nouveau. Il est déjà projeté moralement. Donc, c'en est tout pour la première égalité d'ensemble. À présent, je te propose d'identifier le supplémentaire G de F dans E. On va montrer que c'est forcément le noyau, qu'on n'avait pas le choix pour écrire P de cette manière-là. Et voilà déjà la première moitié de cette égalité d'ensemble. J'ai pris un élément dans G, et comme tout à l'heure, mais dans le sens inverse pourrait-on dire, j'ai interprété X comme l'élément nul de F plus X. Sauf que cet élément-là, X, il est dans G. Et donc la projection de la somme d'un élément de F et d'un élément de G, c'est la composante qu'il y a sur F. Ici, la composante sur F, c'est 0. Donc je démontre que l'image de X par F est nulle, et ça veut donc dire que X est un élément du noyau de P. Ça nous donne donc la première inclusion. Maintenant, on va démontrer l'inclusion réciproque. Je vais prendre un élément qui s'envoie sur 0, un vecteur quelconque, dans un espace qui s'écrit comme somme de deux supplémentaires, donc on va le décomposer, etc. Et voilà la deuxième égalité sur 3 qui tombe. On a employé à nouveau la même méthode qui consiste à exploiter le fait que E s'écrivent comme la somme de deux supplémentaires. Pour considérer un élément du noyau, je le décomposais comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Ça me permet de calculer P de X de deux manières différentes. Je peux dire que c'est XF, ça vient de la définition de P comme on avait écrit un peu plus haut, et ça vaut aussi 0 puisque X appartient au noyau de P. Et donc en injectant cette information selon laquelle XF égale 0 dans cette écriture de X, j'obtiens que X c'est XG, qui est par définition même un élément de G. Et donc ça nous donne l'autre inclusion et finalement l'égalité entre G et le noyau de P. Donc à ce stade, les fameux F et G dont on a dit qu'ils existaient, on sait désormais qu'ils sont uniques, que le premier c'est le noyau de P et que le deuxième c'est l'image de P. Il ne reste plus à démontrer que l'image de P, c'est en fait l'ensemble des points fixes de P. Je vais faire cela, cette fois, par équivalence, on peut le faire sans aucun risque. Et nous voilà sur la dernière ligne droite de cette démonstration. Pour démontrer que ces deux ensembles sont égaux, j'ai considéré un vecteur quelconque dans E,
Et comme tout à l'heure, je vais décomposer comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g. Ensuite, je fais remarquer qu'être dans l'image de P, c'est être dans f, puisqu'on a démontré l'égalité entre ces deux ensembles. Ensuite, et c'est peut-être un passage que j'aurais pu argumenter davantage, être dans f, c'est exactement s'écrire comme xf plus 0g. Je fais remarquer qu'on a xg égale 0. En effet, si ce n'était pas le cas, on aurait la composante sur g qui pourrait s'écrire comme la différence entre x et xf, qui est un élément de f. On aurait donc un élément qui est à la fois dans f et dans g, et c'est forcément 0. On n'a pas le choix en fait. Maintenant, vu que x c'est xf c'est la projection du vecteur x sur f parallèlement à g. Et donc on a démontré que x était égal à p de x. Sauf que maintenant, dire que x égale p de x, ça équivaut à dire que leur différence entre ces deux vecteurs vaut 0, et on peut interpréter ça en les termes du noyau de p moins l'identité. P moins l'identité de x, c'est p de x moins x, et dire qu'on est dans le noyau, c'est exactement dire que p de x moins x vaut 0. Et donc, on a nos trois égalités qui complètent cette propriété, ce théorème qui s'appelle caractérisation des projecteurs. Maintenant, en guise d'ouverture, j'ai 2-3 petites choses. Alors, je m'étais noté, finalement, à quoi sert le théorème. Alors, je vais le faire réapparaître brièvement. Le voici. Et donc, disais-je, à quoi sert donc ce théorème? Eh bien, je te dirais que la chose la plus attrayante pour moi, c'est l'interprétation, disons, une conséquence qu'on peut tirer de ce théorème dans le cadre d'un espace vectoriel de dimension finie. Parce que le fait de pouvoir décomposer l'espace vectoriel E comme la somme du noyau de P moins l'identité et du noyau de P, ça garantit des représentations matricielles très agréables. Parce que, en effet, on peut construire une base de E comme concaténation d'une base de ce premier noyau et d'une base de ce deuxième noyau, sauf que les éléments du noyau de P moins l'identité, c'est des éléments qui sont laissés fixes par P, et donc ça nous fournit une cohorte de 1 qui sont sur la diagonale, et on complète avec des éléments du noyau, ce sont donc des éléments qui s'envoient sur 0 par P, et ça nous fournit une petite légion de 0. Et donc, un corollaire très simple de ce théorème en dimension finie, c'est que n'importe quel projecteur peut être représenté dans une base judicieuse, une base adaptée à cette somme directe, par ce genre de matrice-là. C'est donc, dans un sens, quasiment un résultat de réduction. Sauf que c'est un résultat qui vaut aussi, bien entendu, en dimension infinie, même si on ne parlera pas volontiers de matrice dans ce genre de cadre-là. Un deuxième aspect, et j'y ai fait référence quand j'ai parlé de ma formation sur les raisonnements, c'est que cette démonstration-là est extrêmement formatrice, selon moi. On apprend beaucoup de choses sur les raisonnements logiques, sur la rédaction, sur le raisonnement par analyse-synthèse, sur la manière de travailler dans un espace vectoriel dont on dispose d'une décomposition en somme de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Il y a bon nombre de raisonnements qui sont très intéressants. Des démonstrations d'égalité d'ensemble par double inclusion, par équivalence. C'est en quelque sorte un vrai récapitulatif d'un début de première année dans les études supérieures. Et on pourrait, au-delà de l'intérêt de réduction que j'ai exposé ici, on pourrait considérer cette démonstration en tant que telle comme un excellent instrument de progression. Et ça, j'en parle dans une autre formation, j'en parle dans ma formation sur le travail du cours. Pas l'apprentissage du cours juste pour photographier quelque chose, le travail pour progresser vraiment en mathématiques. Et une dernière petite chose que j'avais notée, c'est qu'il y a une démonstration très similaire qui concerne non pas les projecteurs, mais les symétries. Je pense que je suis en mesure de faire apparaître la miniature juste en haut, si j'y pense en post-production, et je t'invite à étudier la démonstration des symétries, concomitamment à celle-là, parce qu'elles se ressemblent énormément, et je dirais même que en étudiant la démonstration sur les projecteurs, tu devrais être capable, normalement, de produire tout seul la démonstration sur les symétries. Du moins, je t'invite à t'y exercer. Et là, normalement, je te fais mon petit laïus sur mes formations, mais étant donné que je viens d'en mentionner deux, je mentionnerai seulement les deux qui restent. Il y a celle sur les exercices, donc c'est une formation dans laquelle j'essaie de t'apprendre à progresser dans les exercices et à gagner en initiative, notamment quand les énoncés deviennent plus complexes. Et il y a celle sur les calculs, où bien entendu, l'objectif est de t'amener à progresser en calcul, à aller plus vite dans les calculs et à faire moins d'erreurs dedans. Ce sont des formations vidéo qui durent entre 3 heures et 3 heures et demie et qui sont à même de te faire progresser énormément si les problématiques t'intéressent. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.